Bonsoir à tous. Donc, j'ai le plaisir de lancer ce webinaire. Je suis Béatrice Couéron et je dirige le programme enseignant entreprise de l'Institut de l'entreprise, le programme Melchior. Et ce soir, nous avons le plaisir de parler d'orientation et nous avons réuni à cette table des professeurs, anciens étudiants, professeurs d'université, entreprises, professeurs de grandes écoles, pardon. Et donc, nous allons pouvoir parler du parcours de la prépa. Et donc, je vais laisser la parole à Dimitri de Coignet qui a accepté d'animer cet échange qui vise à vous apporter toutes les ressources utiles pour savoir comment ça se passe en prépa. Et vous allez avoir les ressorts et les dessous de la prépa. Merci beaucoup. Dimitri, c'est à vous. Parfait, bonjour à tous, déjà bonjour à toutes et tous en premier lieu. Merci beaucoup Béatrice pour l'opportunité que tu m'as donnée effectivement d'animer ce webinaire. Je pense que moi-même et tous les gens qui sont ici autour de cette table virtuelle sont toujours très heureux de défendre la prépa et surtout d'informer les étudiants sur une filière qui est assez méconnue et parfois un peu crainte, il faut le dire. Donc voilà, ce sera un plaisir pour nous tous, je pense, de répondre à vos questions. L'idée, c'est évidemment de répondre sur l'ensemble des aspects de la prépa, c'est-à-dire la prépa en tant que telle, et puis l'après-prépa aussi, ce à quoi mène justement cette fameuse classe préparatoire économique et commerciale. Mais bien sûr, ce live se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est évidemment tout l'objet de cet échange. Peut-être en premier lieu, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais peut-être laisser les différents intervenants se présenter rapidement. Alors, bon, peut-être dans l'ordre, à la limite des écrans, ce sera sans doute plus simple. Gérard, si vous voulez commencer alors. Alors, moi, je suis Gérard Péot, je suis professeur de ESH au lycée Voltaire à Orléans, où j'enseigne en première et deuxième année. Voilà, de parcours ECG, donc maths appliquées ESH. Parfait. Manuel. Oui, bonjour. Donc, je suis Manuel Malo, je dirige les activités carrière aux diplômés de l'EDEC, ainsi qu'un centre d'études sur les aspirations des nouvelles générations. Et à ce titre, nous avons conduit et nous conduisons depuis 10 ans une étude sur l'expérience étudiante en classe préparatoire. Voilà, c'est ça. Et on reviendra sur cet aspect dans un second temps. Sylvie. Bonjour, je suis donc Sylvie Jean et je dirige le programme Grande École à EM Lyon, voilà, l'école de management de Lyon. Agnès. Agnès Dubois-Collineau, je dirige un cabinet de conseil en affaires publiques qui s'appelle Arcturus Group. Je suis diplômée de l'EDEC et donc j'ai fait une classe préparatoire. Ça date un peu maintenant, mais c'est intéressant de faire un retour d'expérience là-dessus après 20 ans de carrière. Geneviève. Bonjour à tous, je suis Geneviève Davian, professeure de mathématiques appliquées en première année de CG au lycée Montaigne à Paris. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Lacroix, je suis actuellement en Master 2 à IMTBS et j'ai fait donc une prépa ECE, mais du coup aujourd'hui ECG à Lille. Alain. Oui, bonjour à tous, je suis donc Alain Joyeux, j'enseigne la géopolitique en prépa ECG à Montpellier et je préside donc la PHEC qui est une organisation, une association qui regroupe 1500 professeurs de classe préparatoire ECG et CET de toute la France. Et enfin Alexandre, et je crois n'avoir oublié personne. Oui, bonjour. Donc moi je suis un ancien élève de prépa, donc j'ai fait 2 ans de prépa, à l'époque ça s'appelait ECS, mais donc maintenant ECG. Et à la suite de cette prépa, j'ai intégré Grenoble EM que j'ai fini cette année. Alors justement, ça tombe bien qu'on ait évoqué ce sujet-là avec vous, Louis et Alexandre, puisque vous avez tous les deux dit que vous avez fait une filière qui n'existe plus aujourd'hui, à savoir ECS et ECE, puisque justement, c'est peut-être le premier sujet à aborder quand on parle de la prépa ECG, c'est que celle-ci s'est réformée justement consécutivement à la réforme du lycée, hein, qui a aboli les filières qu'on connaissait, S, ES et L. La question s'adresse peut-être davantage cette fois-ci aux professeurs qui sans doute sauront l'expliquer du mieux possible. Comment justement c'est remodelé aujourd'hui le parcours de la prépa économique et commerciale avec ce G pour général et quels sont justement les prérequis déjà pour rentrer effectivement dans cette filière qui, on le rappelle, donc dure 2 ans, 3 ans éventuellement pour ceux qui choisissent de QB et s'achève donc par l'intégration dans une école de management. Alors, en classe préparatoire ECG, il faut faire des choix qui ressemblent un peu au choix de spécialité au lycée. Il faut d'abord faire un choix entre mathématiques appliquées et mathématiques approfondies, dont nous pourrons parler s'il y a des questions. Il faut également faire un choix entre ESH, économie
sociologie et histoire, et HGGMC, histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain. Voilà, ça c'est pour effectivement on va dire l'essentiel, oui. Donc en fait c'est ça, c'est ces 4 parcours du coup qui sont dessinés, puisque il faut le préciser, ces 4 parcours peuvent être modulés librement. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire, si on prend les 4 couples, maths approfondi géopolitique, maths approfondi ESH, maths appliqué ESH et maths appliqué géopolitique assez librement. Peut-être Alain ou Gérard, un mot justement, puisque vous enseignez chacun l'une des 2 disciplines, la géopolitique et l'ESH. Oui, peut-être un mot sur les prérequis d'abord. Disons que pour aller en classe préparatoire au CG, le seul prérequis, c'est de ne pas avoir abandonné les mathématiques en terminale. Donc, idéalement, d'avoir gardé la spécialité mathématique. On peut aussi candidater en ECG en ayant suivi que les mathématiques complémentaires. Mais c'est vrai que le gros de nos recrutés ont suivi la spécialité mathématique. On nous pose souvent la question de savoir si il est utile d'avoir suivi l'option mathématiques experte. Ça n'est pas du tout indispensable. Les mathématiques expertes s'adressent plutôt à des lycéens qui veulent aller en prépa scientifique, dans des formations très scientifiques. La spécialité maths suffit. Après, au niveau du choix entre ESH et AGG, ça dépend d'abord du parcours offert par le lycée, puisqu'il y a des lycées qui offrent soit l'AGG, soit l'ESH, mais parfois les deux. Ça dépend également de ses goûts et de ses envies. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a fait, par exemple, en terminale, la spécialité SES, peut très bien aller dans une prépa avec un parcours AGG. Inversement, quelqu'un qui a fait une spécialité AGG-SP en terminale et qui veut aller dans un parcours avec ESH en prépa SCG peut sans aucun problème y aller. Et même quelqu'un qui en terminale n'a fait ni SES ni AGG-SP peut aller en prépa ECG. Donc vraiment, le seul prérequis, si vous voulez, c'est de ne pas avoir abandonné les mathématiques. Pour le reste, on recrute même des lycéens qui ont fait des spécialités uniquement scientifiques ou des spécialités linguistiques ou philosophie ou autres. On recrute vraiment très largement. Oui, absolument. Et il faut quand même préciser, parce qu'on a parlé là, des spécialités mathématiques, ESH, géopolitique, mais qu'en réalité, les matières sont très éclectiques. On a de la culture générale, on a des langues, on a la contraction de texte qui s'apparente à, on va dire, à un exercice de français. Donc, oui, voilà, en fait, toutes les matières du tronc commun sont mobilisées. Gérard, vous vouliez... Oui, je disais qu'à côté de l'ESH, de la GG, des 2 parcours de mathématiques, les élèves suivent tous les mêmes enseignements puisque c'est pluridisciplinaire. Donc, il y a 4 piliers, on en a parlé de 2, et puis il y a un gros pilier langue et un gros pilier culture générale. Oui. Voilà, donc ça, c'est commun à tout le monde. Après, c'est les inclinations personnelles, la proximité géographique du lycée. Nous, on voit les dossiers, quand on trie sur Parcoursup, on voit bien qu'il y a la question de la position géographique du lycée, les inclinations des jeunes, c'est-à-dire souvent ceux qui ont fait des SES, moi j'enseigne le SH, on voit bien qu'on a une majorité de gens qui ont fait SES dans les candidats, mais ça n'exclut pas des gens qui n'ont fait ni AGG ni SES, et d'ailleurs on ne se focalise pas là-dessus. Nous, on regarde l'allure globale du dossier de l'étudiant, les appréciations des professeurs, et on se fait une idée du profil, plus qu'un choix fondé sur les spécialités suivies au lycée, dans le recrutement. Oui, absolument. Peut-être une précision supplémentaire, parce que souvent, les lycéens que nous voyons dans les salons nous posent la question, mais finalement, pour réussir, c'est-à-dire pour intégrer les écoles, qu'est-ce qui est préférable ? Alors, je voudrais dire qu'entre ESH et AGG, il y a rigoureusement les mêmes positions. Donc, c'est vraiment des critères de goût, d'envie, etc., qui doivent dominer. Au niveau des mathématiques, là, il y a une petite différence. Disons que dans les écoles du haut de tableau, les mathématiques approfondies ont un coefficient qui est supérieur à celui des mathématiques appliquées. Ceci dit, quelqu'un qui aime les mathématiques, je ne dis même pas qui est très bon en mathématiques, mais qui aime les mathématiques, a tout intérêt à aller en mathématiques approfondies. Celui qui veut faire des mathématiques sans que ça soit forcément sa passion, ou si en terminale il avait simplement un niveau moyen, c'est vrai qu'il se destinera plutôt vers les mathématiques appliquées. Et justement, une précision, là, je pense que ce serait intéressant d'entendre Alexandre et Louis à ce sujet-là, et même Sylvie en tant
que recruteuse justement en fin de parcours, c'est que à la différence par exemple des prépas scientifiques, les prépas économiques et commerciales sont interclassées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas finalement de hiérarchie entre les filières, il n'y a pas de préférence entre les filières a priori. Et cela vaut aussi d'ailleurs pour les étudiants ECT, donc de la filière technologique. Je ne sais pas, d'ailleurs, oui, vous étiez, Louis et Alexandre, vous n'étiez pas dans la même filière. Il y avait un ECE, un ECS, c'est bien ça, il me semble. Ouais. Oui. Et je pense que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi aussi, j'ai fait une école de commerce. Je trouve qu'une fois qu'on est en école, on ne sait plus du tout qui a fait ECS, ECE ou ECT. C'est quand même, en général, on n'en parle jamais, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de différence. On retrouve parfois une petite différence entre ceux qui ont fait prépa et ceux qui n'ont pas forcément fait prépa, parce qu'on n'arrive pas forcément à la même année dans l'école, etc. Mais après, pour tous ceux qui viennent de la prépa, il n'y a pas de différence. Et c'est d'ailleurs une question qu'on ne pose même pas. Si on demande à quelqu'un en général, est-ce que tu as fait prépa? On ne demande pas quelle filière il a faite ou je ne sais pas, on demande simplement, est-ce qu'il a fait prépa? Oui, juste un petit complément, si vous le permettez, pour vraiment aborder cette différence maths approfondie, maths appliquée, une fois que on se retrouve en école. En règle générale, les doubles diplômes avec les écoles d'ingénieurs requièrent un background en mathématiques et un petit peu en physique par ailleurs, qui est assuré par la voie maths approfondie, telle que ça l'était auparavant avec la voie ECS. Donc, dans le cadre de ces partenariats avec les écoles d'ingénieurs, on va, parmi les prérequis pour intégrer le double diplôme, la voie maths approfondie peut être exigée. Voilà, ça peut être un point de différence Oui, une fois dans l'école. c'est vrai, mais enfin, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Ça concerne quelques étudiants Quelques étudiants, mais bon, pour celles et ceux qui hésiteraient et qui ont toujours un petit peu en ligne de mire l'envie pourquoi pas de faire les deux, parce que c'est aussi l'avantage d'une école de management, mais aussi d'une école d'ingénieur par ailleurs, que de pouvoir être sur les deux formations et être double diplômé dans ce cadre-là. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas vrai uniquement au CALEM Lyon. La plupart des écoles de management qui proposent un double diplôme avec une école d'ingénieur nécessitent évidemment d'avoir fait maths approfondie. C'est vrai. Alors, une question dans le chat qui rejoint un petit peu on va dire le passage entre la terminale et la prépa, justement, ce qui nous occupe ce soir. En tant que professeur, que répondre à nos élèves quand ils nous demandent est-ce qu'ils ont le niveau pour faire une prépa ECG? Quel est finalement le niveau requis à l'entrée de la prépa ECG? Moi, je serais tenté de dire que le niveau vient de l'envie. Alors évidemment, quand il faut avoir un dossier scolaire homogène et de bon niveau, je pense qu'Alain et Madame Davion ne me démentiront pas. Quand on regarde les dossiers, on veut quand même des gens qui ont un niveau scolaire convenable. Après, faut pas avoir peur parce que avoir un bulletin dit moyen ou moyen plus en terminale ne préjuge en rien de ce qu'on donnera en prépa. Les cartes sont rebattues en prépa. C'est-à-dire que moi, je suis très étonné de voir que des gens qui arrivent avec des dossiers de très haut niveau ne sont pas forcément en tête de promotion à la fin de la première rotation de devoir ou du premier semestre en première année, et qu'au contraire, des gens qui arrivent avec un dossier de bon niveau, mais pas plus, trouvent dans la prépa un lieu qui leur convient, où on approfondit les choses, où on apprend des choses, où il y a un enrichissement intellectuel réel, et tout d'un coup donnent leur pleine mesure. Donc, il ne faut pas se limiter, c'est-à-dire il n'y a pas de niveau requis. Alors évidemment, si on a 19 partout, je ne vais pas dire que ça aide, mais ce que je veux dire, il ne faut pas avoir peur. Un dossier moyen, 12-13, de moyenne générale, voire parfois moins, puisqu'on regarde aussi comment sont ventilés les résultats selon les disciplines au lycée. Ça peut donner d'excellents résultats. Donc, le gros problème, c'est de savoir si on a envie, si on a quand même un niveau convenable. Il y a des disciplines à lacunes cumulées sur des années. Je pense aux langues, par exemple. Parfois, c'est un petit peu rugueux, le démarrage. Mais après, il y a vraiment une question d'envie. Et moi, je trouve que alors peut-être que mes collègues professeurs ne partagent pas exactement mon analyse, mais je trouve qu'après, il y a une redistribution des cartes qui est très intéressante à voir. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'adaptent vite, d'autres qui s'adaptent moins vite. Donc, moi, je pense qu'à un niveau moyen, homogène, avec la conscience qu'il faudra travailler un peu et de l'intérêt intellectuel pour les disciplines que l'on va suivre en prépa, eh bien tout ça suffit à permettre d'y aller sans prendre de risques majeurs. Voilà. Oui, totalement. Je ne sais pas si vous voulez réagir, puisque justement, j'ai reposé la question.
Moi, je veux bien réagir avec une anecdote pour le coup personnelle et qui date un peu, mais je me souviens quand j'ai intégré moi ma classe préparatoire, les premières notes souvent piquent puisque ça peut, et c'est pas forcément facile quand on a été bon élève au lycée d'avoir des notes en début de prépa où on a vraiment l'impression d'avoir descendu 2 étages. Et donc forcément, on se compare avec ses petits camarades. Et moi, je me souviens avoir intégré ma classe prépa avec un Top Gun absolu en terminale qui, je ne sais plus quelle moyenne générale il avait, mais il devait être à 19 ou 19,5 de moyenne générale. Et on s'est tous dit, bon, bah, ok, on va passer notre temps à courir derrière. Et en fait, il a tenu 2 mois et demi. Au bout de 2 mois et demi, il s'est arrêté et il a fait en fait un burn-out. Il n'y est pas arrivé. Alors que d'autres personnes qui avaient finalement une moyenne bien moins importante au lycée, mais qui avaient, je rejoins complètement ce que disait Gérard, une envie, une appétence, une soif d'apprendre, parce qu'en fait, déjà, la relation avec les professeurs est très différente, je pense, en classe préparatoire. Je pense que c'est aussi important de le dire. Donc, on est dans quelque chose où on doit réussir tous ensemble et où on a cette perspective des concours. Et du coup, c'est un mindset très différent. Et toutes celles et ceux qui n'avaient pas forcément des moyennes extrêmement impressionnantes, mais qui étaient dans cette capacité de travail et d'investissement et dans cette volonté d'apprendre, s'en sont super bien sortis. Vous vouliez réagir, il me semble, Alain et Emmanuel, puisque vous avez la main dans le... Oui, donc pour répondre donc à la question de départ, ce qu'il faut, c'est un dossier équilibré. Hein. C'est un dossier équilibré, c'est-à-dire entre quelqu'un qui aura, par exemple, 18 en maths, 10 en anglais, 12 en philosophie, et quelqu'un qui aura 13 ou 14 partout, on prendra le second, pas le premier. Ça, voilà, dossier équilibré. Ensuite, on nous demande souvent quelle moyenne faut-il avoir? Et on a du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, on ne classe pas les étudiants selon les moyennes. Certes, comme Gérard le disait, avoir des notes correctes, ça aide, mais disons que les professeurs qui examinent les dossiers, croyez-moi, on y passe du temps, vont regarder l'évolution des notes, vont regarder les appréciations des professeurs, vont regarder le niveau de la classe. Par exemple, quand on a une classe étiquetée très bonne sur Parcoursup, on sait que le 10e ou 15e est capable de suivre une prépa. Alors que dans une classe étiquetée moyenne, peut-être que le 5-6e, il aura déjà des difficultés. De la même manière, on va regarder également le classement de l'élève dans la classe. Par exemple, vous avez certains professeurs en terminale ont des notations qui sont plus sévères que d'autres. Vous avez parfois des classes où le premier de la classe a 13, alors que celui qui a 16 de moyenne est le 10 ou 15e de la classe. Donc, on mélange tout ça, on tient compte de tout ça pour aboutir à un véritable classement. Ensuite, je vois une question dans le chat, quelle importance donnez-vous aux bulletins de première? C'est vrai qu'on va regarder en priorité les bulletins de terminale, mais parfois, les bulletins de terminale ne permettent pas de se faire une idée. Par exemple, ça peut arriver, un étudiant de terminale qui, je sais pas, a une crise d'appendicite, a une mononucléose dans l'année, il a été absent, il a raté des bacs blancs puisqu'il a eu la grippe, etc. Donc, c'est vrai que parfois, on a du mal à se faire une idée, donc on va voir les notes de première. De la même manière, parfois, on voit des notes, on voit de très bons dossiers, et puis une note anticipée, par exemple, du bac de français, une note décevante. Puis on se dit, c'est bizarre. Donc, on va voir les bulletins de première pour voir si le bac de français était un accident, le stress ou je ne sais quoi, ou si au contraire ça correspondait aux notes de l'année. Voilà, donc on regarde tous ces critères, et donc c'est pour ça que le message que nous souhaitons envoyer en professeur, c'est ne vous auto-censurez pas. Voilà, il ne faut pas s'auto-censurer, même si on estime avoir des notes moyennes. Et d'autre part, la prépa prépare un concours, mais la prépa, elle donne des compétences utiles tout au long de l'année. Et il faut voir qu'il y a 24 écoles accessibles. Or, vous avez des écoles, effectivement. Quelqu'un qui veut HEC, il faut qu'il ait, à l'écrit, pour être admissible, il faut qu'il ait quasiment 15 de moyenne. Mais vous avez de très, très bonnes écoles qui sont accessibles avec 8 de moyenne à l'écrit. Donc, si vous voulez, un étudiant qui va en prépa, même s'il n'est pas parmi les meilleurs, il est sûr d'avoir une excellente école avec des accréditations internationales. Donc, c'est vraiment la sécurité.
Donc surtout, ne pas s'auto-censurer, quand bien même on a quelques doutes sur sa solidité, son niveau, etc. Oui, il faut même préciser qu'il y a davantage de places ouvertes par les écoles chaque année que de candidats. Donc en fait, en théorie, chacun aura une école et le concours ne vise qu'à répartir les étudiants finalement entre les différentes écoles et pas à aligner des candidats comme on pourrait le penser. Manuel, vous voulez réagir également? Oui. Merci Dimitri. En fait, simplement pour dire que dans les milliers de jeunes que l'on a interviewés, beaucoup mettaient en exergue la capacité à repousser ses limites comme un élément clé et différenciant pour rentrer en prépa. Et à la fois, c'était un bénéfice qu'ils ont retiré de la prépa, et à la fois, c'était finalement un critère qui leur a permis de dire j'étais fait pour la prépa parce que j'avais cette capacité à repousser mes limites. Il y en a même qui disait j'ai aussi appris à oser être exigeant, ce que je n'avais finalement pas fait jusqu'à la terminale. Je trouvais que c'était deux beaux témoignages. Et je voulais répondre aussi à une question du chat, si vous me permettez, qui était celle de renoncer à toute vie personnelle pendant 2 ans, parce que c'est une question que l'on a justement posée. Et 84% des étudiants ont continué d'avoir une activité extrascolaire. La moitié à peu près d'entre eux, c'était une activité sportive. Pour d'autres, c'était des activités artistiques, associatives, etc. Et cette activité extrascolaire, c'était plus de 6h30 en première année et environ 4h30 en deuxième année. Voilà, donc des chiffres qui permettent d'aller, de convaincre qu'on peut avoir une vie en dehors du travail en prépa et que c'est même d'ailleurs favorisé. Oui, mais recommandé. Recommandé, ouais. Oui, parce que 2 ans, c'est ça, hein, c'est un sprint, mais ça reste un marathon de 2 ans. Donc, il s'agit quand même de garder une bonne santé et et un bon moral, évidemment. Pour revenir sur des considérations très pragmatiques, une autre question qui nous a été posée, est-ce que vous portez une attention particulière à la lettre de motivation, cette fameuse lettre dont on parle beaucoup? Non. Je me permets de répondre, mais la réponse est plutôt non, parce que ces lettres sont complètement formatées la plupart du temps. Hein, il y a des modèles sur Internet, etc. Nous, alors je parle pour le cas de notre établissement, on va les regarder lorsque on a un étudiant en réorientation. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a parfois déjà fait 1 an d'études supérieures, il a fait, je sais pas, il a été en PACES, ou même parfois dans une prépa scientifique ou autre, il souhaite se réorienter. Et donc là, l'année de motivation est très intéressante pour voir un petit peu son cheminement, son parcours et sa motivation. Mais pour le reste, c'est vrai que les lettres de motivation sont souvent écrites sur le même modèle, avec les mêmes arguments. Donc finalement, elles ne sont pas très différenciantes. Très clair. Alors, on a 2 questions de Sandrine que je vais prendre tout de suite. Alors, la première, qui concerne peut-être davantage les représentants, on va dire, des grandes écoles qui sont présentes aujourd'hui, présentes en l'occurrence. Donc, bonsoir, pourriez-vous nous donner de la visibilité sur l'origine des élèves qui intègrent les grandes écoles? Pourcentage de prépa ECG, de D2, d'admission type bachelor? Oui, là, il y a beaucoup de choses un peu différentes. Peut-être que ça mériterait un petit éclaircissement, justement, même la différence entre un bachelor, un programme grande école, les différentes filières d'origine du programme grande école. Voilà, je ne sais pas qui veut s'y coller, mais sans doute ce serait salutaire. Alors, peut-être juste un petit mot pour nous. En première année du programme Grande École, ne rentrent que des classes préparatoires. L'essentiel, effectivement, venant d'ECG, donc dans la nouvelle formule, quelques ECT. Et on a un deuxième concours qui est ouvert uniquement aux prépas scientifiques, qui intègre beaucoup moins de personnes, mais prépa scientifique mathématiques, en fait, pour le coup, qui préparaient aux écoles d'ingénieurs. Et prépa militaire également, dans des proportions assez faibles, mais tout de même. Voilà, exactement. Quelques places. Voilà. Et des prépas D1, D2 également. Mais de toute façon, c'est réservé à des personnes qui ont fait une prépa pour ce qui est de l'EDEC. Voilà, pour ce qui est du programme Grande École. Après, je ne sais pas si Sylvie, tu souhaites... Un même dispositif à EM Lyon, donc que des préparationnaires en première année. Et puis, dès la deuxième année, on ouvre à des admissions sur titre France et international. Donc, ce sont des étudiants qui ont un minima, un bac +3, voilà, en venant de différentes formations et surtout avec une grande diversité disciplinaire par ailleurs.
Ouais, exactement. culturel. C'est ça. Voilà. Alors après, certaines écoles, il faut dire un peu moins cotées, ont tendance aussi à intégrer des prépas, enfin non pas des prépas, mais des AST, donc admis sur titre, dès la première année, ce qu'on appelle donc les AST 1, c'est-à-dire en licence 3, en troisième année d'études supérieures. Il faut aussi préciser que voilà, il y a le programme grande école, effectivement, et les bachelors, c'est deux choses différentes. Et dans les très grandes écoles, en général, il y a très peu de porosité entre le bachelor et le programme grande école, c'est-à-dire que la plupart du temps, les bachelors n'intègrent pas par la suite le programme grande école. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, je ne sais pas si vous avez les chiffres exactement pour les DEC et le M Lyon, mais il me semble que c'est relativement faible en tout cas. Oui, il n'y a pas d'intégration dans le programme grande école classique. Voilà. Et donc la seconde question qui était, avez-vous de la visibilité sur l'établissement d'origine et si oui, est-ce que vous en tenez compte? Ça, c'est ce que tu semblais dire alors. Oui, alors, nous, notre intérêt, surtout dans le contexte actuel, c'est de recruter des bons élèves d'où qu'ils viennent. Donc, je sais qu'il y a toujours des rumeurs. Il n'y a pas de discrimination privée, publique, grand lycée, petit lycée, etc. Voilà, je n'excuse pas que ici ou là, ça puisse se faire, mais enfin, c'est interdit de toute façon, ce genre de discrimination. C'est interdit par Parcoursup, on n'a pas le droit de le faire. Et ce n'est pas du tout notre intérêt. Là où on va peut-être parfois avoir quelques doutes, c'est lorsqu'on a des élèves qui viennent de petits établissements privés hors contrat, où parfois vous avez 7, 8, 9 élèves par classe. Donc là, c'est quand même très difficile d'évaluer leur dossier, de faire une évaluation comparative. Mais autrement, il n'y a pas de discrimination géographique, il n'y a pas de discrimination privée-publique, quoi que ce soit. Notre intérêt, c'est de recruter les bons étudiants, les bons lycéens où qu'ils se trouvent. Et on peut considérer que, certes, il y a beaucoup de très bons lycéens dans les grands lycées de centre-ville, mais il y en a aussi de très bons dans des lycées de milieux ruraux ou de villes moyennes. Oui. Oui, c'est d'ailleurs les lycées les plus attractifs, comme les données sont disponibles sur Parcoursup, hein, mais très souvent, ils ont un recrutement justement très éclectique d'un point de vue géographique, parce qu'en fait, ils parviennent à attirer en général les meilleurs étudiants d'où qu'ils viennent. Donc ça, c'est quand même, ça se vérifie assez bien effectivement dans le recrutement des prépas les plus attractives. Bien pour cette question-là. Peut-être aussi un mot justement pour parler au-delà des matières de l'emploi du temps, puisque toutes les disciplines n'ont pas le même poids en termes de coefficient au concours et puis en termes tout simplement de temps au sein de la classe. Simplement, est-ce que vous pouvez peut-être faire un panorama justement des différentes disciplines et du temps qui est consacré pour chacune d'elles, tout simplement. J'ai une slide dessus, je peux partager mon écran si vous voulez. Oui, très bien. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Oui. Alors, donc, il y a le tronc commun, il y a 3 heures de lettres qui s'appelaient initialement culture générale et 3 heures de philosophie. 3 heures pour chacune des 2 langues vivantes. Mathématiques approfondies, il y a 9 heures. Mathématiques appliquées, il y a 8 heures. Ce à quoi s'ajoute 1 heure d'informatique, ce qui peut être modulé selon les formations. 7 heures en histoire et 8 heures en ESH. Ceux qui ont tendance à faire des emplois du temps qui ressemblent un peu à ceux des lycéens, mais qui sont plus allégés. À cela s'ajoutent 2 heures d'interrogation orale hebdomadaire et la plupart des classes préparatoires font des devoirs sur table, beaucoup de samedi matin dans l'année, qui en général durent 4 heures. Manuel, vous levez la main ou c'était... C'était pour une question du chat, donc on pourra y revenir après. Moi, je voudrais faire un petit complément parce que les ECT, en fait, ont une charge de cours qui est un peu plus élevée que ce qu'on trouve en ECG, puisqu'ils ont plus d'heures de langue. Hein. Quand on fait une ECT, on a plus d'heures de langue. On a 4 heures de LV1 en première année et 5 heures de LV2, puisque l'objectif, c'est quand même d'amener des gens d'homogénéiser les niveaux entre les parcours, enfin les filières. Et puis, au lieu d'avoir, ESH ou HGG, ils ont économie, droit ou management. Ils ont des mathématiques aussi. Ils ont un peu plus d'heures de cours et un peu plus de colle aussi, les ECT. Oui. Voilà. Oui, qui... Voilà, le principe est le même, c'est pluridisciplinaire et on retrouve toujours les 4 piliers, culture G, langue,
HGG ou ESH et mathématiques. Donc, il y a vraiment cette architecture-là est générale. Oui, absolument. Et alors, une question dans le chat qui nous demande ce que sont les cols. Bah, ce sont les fameuses interrogations orales que mentionnait Geneviève à l'instant. Donc, voilà, le terme prend un tout autre sens en classe préparatoire, disons. Une question également, quelle est l'ambiance entre les élèves? Est-ce que c'est de la concurrence ou plutôt de la solidarité? Là, j'ai envie d'intervenir parce qu'on a interrogé beaucoup les élèves sur ce point-là. D'abord, ils sont plus de 7 sur 10 à dire que c'était avant tout une expérience collective. Et ça bat en brèche un certain nombre d'idées reçues sur la prépa. Ils soulignent tous qu'ils ont appris l'esprit de camaraderie dans cette prépa. Alors souvent, encore une fois, on véhicule l'idée d'une prépa extrêmement concurrentielle, avec une aventure essentiellement individualiste finalement. C'est vraiment pas du tout ce que nous disent ces milliers de jeunes qu'on interroge chaque année. Donc esprit de camaraderie, collectif, et ils nous disent même ils ont appris l'entraide et la solidarité. Finalement, en s'aidant sur certaines matières, il y a toujours forcément des jeunes qui sont meilleurs dans certaines matières, et à contrario, en aidant des jeunes dans d'autres disciplines. Donc vraiment, là, je voudrais battre en brèche cette idée-là. Lorsqu'on publie sur la prépa, sur les réseaux sociaux, il y a toujours un mouvement important de pour et de contre. Et dans ça laisse personne indifférent, ce sujet-là. Mais vraiment, je veux y revenir parce que quand on regarde ceux qui véhiculent cette idée d'absence de solidarité ou de pas d'entraide, c'est en général des gens qui n'ont pas fait de prépa. Et donc qui eux-mêmes véhiculent des idées reçues. Voilà, donc on a des chiffres très très clairs qu'on diffusera par ailleurs sur le site sur le collectif, la solidarité, l'entraide et la camaraderie que tous ceux qui ont été en prépa pointent. Oui, je pense que ce que vous dites fait réagir en tout cas Louis et Alexandre, donc je vous laisse la parole à tous les deux. Ouais, tout à fait. Bah, c'était pour. En fait, je suis d'accord avec Madame Malo sur le fait qu'il y a vraiment une cohésion qui se met. Pour le coup, moi, j'ai fait 2 prépas. J'ai fait une première année à la Canale, une deuxième année à François Ier. Et dans les 2 cas, à chaque fois, il y a un esprit de camaraderie. Pourtant, il y avait une prépa parisienne au début et une prépa de province, entre guillemets, la deuxième année. Et dans les 2 cas, c'était vraiment un collectif. Et en fait, on se retrouve jamais opposé vraiment à ses camarades. Donc, il n'y a jamais vraiment de confrontation parce que même sur l'objectif final, il n'y en a pas non plus. Il y a de la place pour tout le monde dans les écoles et on ne se retrouve jamais en face d'un de ses camarades de classe. Donc, il y a vraiment cet esprit de camaraderie. Et on peut même faire le lien avec la question d'école, puisque l'école, c'est même un peu plus pour moi que juste ces interrogations orales toutes les semaines. C'est pour moi le gros avantage de la classe préparatoire, puisque c'est à ce moment-là où on se retrouve dans un groupe de colle, donc avec 2 ou 3 camarades. Et on a du temps avec des professeurs. C'est en fait des cours particuliers qui sont faits avec les professeurs à ce moment-là. Et c'est là où je pense on progresse le plus. C'est pendant ces exercices oraux qui sont certes difficiles, qui demandent du temps de préparation, qui sont stressants, mais ça prépare en fait à tout ce qu'on va rencontrer après en école et dans le monde professionnel. Oui, l'exercice oral est très très peu pratiqué en réalité dans quasiment dans le secondaire déjà d'une part, et puis dans toutes les formations du supérieur si on accepte la prépa. Donc c'est un énorme avantage effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Alors Louis, Agnès et Sylvie, bon, il y a tout le monde qui veut réagir. Alors oui. Alors pour revenir sur la concurrence entre les élèves, j'irai même encore plus loin. Moi, les meilleurs amis que j'ai aujourd'hui, qui sont dans d'autres écoles et même pas celles dans laquelle je suis, de laquelle j'ai fait, ce sont mes meilleurs amis. C'est des gens que je vois encore et encore, avec qui j'ai lié de vrais liens, parce que quand on est ensemble comme ça pendant 2 ans, voire 3 parfois, à aller en quelque sorte au front ensemble, se lever tous les samedis matins pour aller en DS pendant que nos amis à l'université se remettent de la fête qu'ils ont fait la veille, voilà, c'est quelque chose qui soude énormément. Je veux dire, il n'y a pas d'équivalent dans le monde universitaire où je ne sais pas. On peut avoir de tels liens avec des gens et avec sa classe. C'est quelque chose que moi, je n'avais jamais connu, non seulement au collège et puis au lycée, et même en école. Parfois, c'est difficile de retrouver cette camaraderie. Agnès, donc. Je rejoins complètement Louis et je pense que pour ça, les grandes écoles sont aussi la
continuité quelque part de la prépa. Moi, mes amis de l'époque sont aujourd'hui les parrains et les marraines de mes enfants. Donc, il y a vraiment cet esprit-là. Et encore pour partager une anecdote, moi, en 2e année de classe préparatoire, moi, je visais les Parisiennes. À l'époque, on appelait ça comme ça. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Et en fait, en 2e année de prépa, j'ai fait une pneumonie. J'ai une grippe qui a mal tourné. Donc, j'ai été absente de la classe préparatoire pendant 6 semaines en janvier et en février, donc 3 mois avant les concours. Et en fait, j'ai bénéficié d'une solidarité absolument incroyable de la part de mes camarades pour m'aider à rattraper les cours, pour me les donner au fur et à mesure et s'organiser pour m'apporter, parce qu'à l'époque, Internet, ce n'était pas encore complètement ça, donc pour m'apporter les copies des cours au fur et à mesure. J'ai eu des cours particuliers de la part de mes professeurs de manière très intensive pendant les 3 mois jusqu'au concours et en même temps, énormément d'aide à relativiser en disant c'est pas grave, si c'est vraiment ça que tu veux, si c'est vraiment ces écoles-là, tu cuberas et don't act, c'est juste 1 an, c'est pas grave, l'important c'est que tu définisses ton objectif. Du coup, je suis arrivée au concours dans les meilleures conditions, j'ai eu l'EDEC et je me suis juste pas posé la question et vraiment j'ai bénéficié d'un collectif qui est constitué et des profs et des élèves et qui est une expérience humaine réelle. Alors, je vais faire dans l'ordre, hein, Sylvie, puisque c'est Oui, toi qui... oui. Non, juste pour compléter, c'est vrai que cette camaraderie se construit dans le temps et elle se poursuit à la fois dans l'école où les élèves intègrent, mais aussi inter-école. Hier soir, j'étais dans une prépa du nord de la France que tu connais très bien, Manuel, et mes 3 étudiants qui m'ont accompagnée sont allés rejoindre leurs camarades à l'EDEC le soir, voilà, pour se retrouver parce que ayant fait la même prépa. Et ce que vous avez dit, Alexandre, en termes de passage d'une première année de prépa dans un établissement et et finalement faire une 2e année dans un autre établissement montre à quel point quand même on est dans un écosystème très inclusif, parce que c'est quand même très rare de pouvoir faire une année à un endroit, une 2e à un autre, et réussir, hein, parce que il faut quand même, voilà, sur le plan relationnel et donc de la camaraderie, repartir de zéro et changer d'univers aussi, de ville, et pour autant, voilà, la réussite peut être au bout du chemin. Alors, Gérard et Emmanuel, rapidement. Alors moi, très rapidement, ce que je voulais dire, c'est que quand on parle des classes préparatoires, il y a un mot qu'on oublie souvent, c'est classe. Et le mot de classe, pour moi, il est très important parce qu'il se crée au bout d'un moment, rapidement, une alchimie entre des gens qui, pour la première fois de leur vie, sont regroupés avec des objectifs communs. Parce qu'une classe préparatoire, c'est quand même des gens qui viennent là parce qu'ils ont tous envie de faire la même chose. Donc, ce qui change de ce qu'on a pu connaître dans le secondaire. Et ce terme de classe, ça crée au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, pour peu que la mayonnaise prenne bien, hein, ce n'est pas toujours le cas, mais 9 fois sur 10, c'est le cas, ça crée un esprit de promotion qui reste après longtemps. C'est ce que je veux dire. Ils se continuent à se fréquenter après, ils reviennent nous voir. Et il y a une forme de nostalgie après. Alors, ils sont en école, mais ils aimaient bien leur prépa. Après, ils aiment bien leur école. Enfin, il y a quelque chose de très, très spécial. Il y a une espèce d'alchimie. Et pour moi, c'est vraiment ce qui est important parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et qu'on les a la plupart du temps, enfin, ça dépend sauf en langue, on les a tout le temps en classe entière ou presque. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que ça crée une solidarité, ça a un effet d'entraînement, d'émulation et c'est fondamentalement c'est peut-être la première qualité de notre système. On n'y pense pas, c'est la classe. C'est classe, oui. C'est ça. Donc Manuel, vous vouliez réagir également? Oui, et souvent ce que nous disent aussi dans ces témoignages les jeunes, c'est que on a l'impression, comme il y a écrit préparatoire, d'ailleurs il faudrait quand même les renommer ces classes, on pense que c'est uniquement une préparation et que finalement on doit serrer les dents pendant 2 ans pour une sorte de Graal. Ce n'est pas du tout ce qu'ils nous disent. Dans le même esprit que la solidarité, ils nous disent finalement le chemin nous a enchantés à peu près autant que finalement le résultat. Et ça aussi, c'est une idée reçue qu'il faut vraiment battre en brèche, que l'idée que c'est uniquement une préparation. D'abord, on va acquérir plein de compétences, on le verra après, mais en plus, le chemin a plu au moins autant que le bout du chemin.
là-dessus. Et sur les relations entre élèves et professeurs, peut-être que Dimitri voulait y revenir après. Oui, il y avait plusieurs questions, mais on peut effectivement déjà traiter celle-ci. Oui, parce que je trouve que là, c'est pareil, hein, il y a plein d'idées reçues sur les professeurs sadiques. Pardonnez-moi, messieurs les professeurs, mais ce n'est pas du tout ce qu'ils nous disent dans les entretiens. Ils nous disent, là aussi, on a l'impression que c'est la continuité du lycée. Donc, on va avoir les mêmes relations qu'en terminale entre un professeur qui va être dans sa classe et nous. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, le professeur, là, il a un rôle très particulier, c'est de nous faire réussir. Donc, pas de nous juger. Alors, évidemment, comme l'a dit, j'ai oublié son prénom, mais les notes piquent parfois au début. Mais ce n'est pas parce que les professeurs sont sadiques qu'ils ont à cœur de faire réussir. Et là, les témoignages sont innombrables sur les relations finalement entre le professeur et l'étudiant en classe prépa, qui n'est pas du tout la même chose qu'en terminale. Absolument. Alain, tu levais les mains. Simplement pour ajouter que le mot-clé, c'est le mot bienveillance. Tout simplement parce qu'un élève réussira d'autant plus en prépa qu'il sera bien, qu'il s'y sentira bien. Et le professeur, il est aussi une sorte de coach. C'est-à-dire qu'il est là dans les bons moments, dans les mauvais moments. Il y a des étudiants de prépa qui ont beaucoup besoin de conseils, d'autres beaucoup moins. On s'adapte. Mais notre objectif, ça n'est pas d'être sadique, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est d'essayer de les amener à être le plus efficace possible pour exploiter leur potentiel. C'est-à-dire faire en sorte que, à la suite des concours, quand ils sont dans leur école, qu'ils n'aient aucun regret, qu'ils puissent se dire, voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait le maximum, et j'ai un résultat qui me convient ou qui est un peu décevant, mais pas de regret, pas de retour en arrière. Et nous, on les encourage aussi à travailler ensemble. Parfois, la prépa est présentée comme le temple de l'individualisme. On leur dit souvent ce lieu commun, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Et nous, on remarque en tant que professeur que les promotions qui ont les meilleurs résultats, c'est justement les promotions qui sont les plus soudées, où il y a une utilisation du travail, où les uns et les autres s'entraident, révisent ensemble, travaillent ensemble, parfois ont des loisirs ensemble. Et puis, petite anecdote, ça m'est arrivé la semaine dernière, parfois on reçoit un faire-part d'un BD de prépa. Ça m'est arrivé la semaine dernière où deux étudiants, une étudiante et un étudiant qui s'étaient rencontrés en prépa, ont été dans la même école, à Grenoble d'ailleurs, et sont aujourd'hui les heureux parents d'une petite Andrea. Vous voyez, donc parfois ça peut aller très loin. Pas sûr. Oui, c'est pas fréquent quand même, mais ça peut. Ouais. Si on prend le cursus sur les 5 ans, effectivement, il y a beaucoup de bébés prépa grande école, c'est une certitude. Alors, pour revenir à des considérations très pragmatiques, une question de Lucas qui nous demande, est-ce qu'il est préférable d'être interne ou d'avoir un logement très près du lycée? Peut-être Louis et Alexandre, Agnès aussi, d'ailleurs, vous êtes sans doute les mieux placés pour évoquer ce sujet-là. Pour moi, ça dépend vraiment de la personne. Pour le coup, c'est vraiment un choix personnel à faire. Le fait d'être en internat, c'est ce que j'ai fait en première année, ça permet vraiment de souder des liens. Enfin, vraiment, c'est toujours la continuité, mais c'est vraiment ces liens, le collectif, etc. Mais ça peut aussi être trop si les personnes veulent avoir leur petit moment tout seul et sortir de ce collectif. Ça dépend vraiment de comment on préfère vivre. C'est vraiment un choix personnel, pour le coup. Et toi, à titre personnel, du coup? Moi, en fait, j'ai bien aimé les deux. C'est vrai que j'ai bien aimé les deux. Après, j'ai préféré quand même l'internat parce que y a cette motivation personnelle et ça aide à se motiver quand un soir, en colle, on n'a pas trop réussi et que on retourne quand même à la BU après parce que les deux collègues dans la chambre, ils y vont et ils motivent. Ça permet de se remotiver, alors que si on rentre tout seul, on n'a pas forcément la motivation pour s'y remettre après. Donc ça dépend. Donc j'ai préféré là-dessus l'internat. Après, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Donc il ne faut pas se dire faut aller 100% à l'internat. C'est vraiment personnel. Ouais. Moi, à titre personnel, je ne suis pas du tout allé à l'internat parce qu'en fait, l'internat à Lille, à Gaston-Berger, il fermait le week-end et j'habitais trop loin pour rentrer. Donc, j'ai dû prendre quelque chose tout seul. Mais si j'avais pu être à l'internat et même le week-end, je l'aurais fait. Je l'aurais fait pour deux raisons. Déjà, parce que oui, comme Alexandre l'a dit, en termes de travail, il y a quand même
de certaines synergies qui se créent avec les autres. Hein. Quand on voit ses amis travailler, etc., on se dit, bon, il faut peut-être que je bosse moi aussi. Et d'un autre côté, ils ont des souvenirs à l'internat. Moi, j'ai personnellement toujours regretté de ne pas être à l'internat. Et moi, pour le coup, j'ai fait ma classe préparatoire dans mon lycée, donc, qui était proche du lieu d'habitation de mes parents. Donc, j'ai continué à habiter chez eux, puisque c'était tout à fait praticable en termes de transport. Aînée de 5 enfants, donc la difficulté, c'était d'avoir un lieu chez moi où je pouvais véritablement travailler au calme. Et donc, je pense que, sincèrement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Je pense que c'est vraiment en fonction du profil des uns et des autres. Je pense que j'aurais beaucoup aspiré à l'époque à être peut-être en internat pour être au calme, pour pouvoir travailler, mais en même temps, j'ai, je pense, beaucoup bénéficié de ces temps de transport et quelque part d'aération entre les cours et l'arrivée chez moi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de... C'est à chacun de savoir, de se connaître et de savoir exactement ce dont il a besoin. Une autre question maintenant, Daya, là aussi très, très prosaïque. Quelle est la différence entre les maths appliquées et les maths approfondies en termes de contenu? Donc, je pense que c'est plutôt une question pour Geneviève. Donc, on le rappelle, hein, on choisit en fait librement, peu importe ce qu'on a fait en terminale, dès lors qu'on a fait des mathématiques en première en terminale, on peut choisir librement maths appliquées et maths approfondies. Donc, effectivement, la question se pose. Oui, alors j'ai aussi un support visuel pour ça. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a un tronc commun fort entre les deux types de mathématiques et tout est fait dans la continuité du lycée, surtout en première année. Donc, on va faire beaucoup de suites, on va reprendre exactement ce qui a été fait au lycée, mais on va le refaire de façon très rigoureuse et on va aller plus loin, comme par exemple dans les séries qui sont un type spécial de suite qu'on utilise beaucoup. Donc ça, c'est ce qui se passe en mathématiques appliquées et en mathématiques approfondies. On revoit aussi tout ce qui a été fait sur les fonctions, en particulier l'intégration, mais bien sûr, tout le programme de première et de seconde aussi, sur les tableaux de signes, les tableaux de variation, la dérivation. L'algèbre, c'est beaucoup plus nouveau, à mon sens beaucoup plus intéressant. Certains lycéens font déjà des matrices, alors on continue et on fait des choses beaucoup plus riches. En probabilité, on reprend les programmes depuis la seconde, même peut-être depuis la troisième, on commence avec l'équipe probabilité, les probabilités conditionnelles, et on introduit peu à peu les variables aléatoires avec lesquelles on fait des choses très intéressantes qui vont reposer, entre autres, sur les séries également et l'intégration. En informatique, donc l'informatique est là pour accompagner le programme de mathématiques. On se pose des questions mathématiques. On sait qu'une suite tend vers plus l'infini, donc ça veut dire qu'il y a des nombres de plus en plus grands. À partir de quel moment est-ce que notre nombre est plus grand que 1 million? On ne fait pas les calculs à la main. D'ailleurs, il n'y a pas de calculatrice en classe préparatoire ECG, mais on arrive à programmer sur l'ordinateur des algorithmes qui répondent à ces questions. Donc, il y a un tronc commun très fort entre les deux. Après, il y a des différences. En mathématiques approfondies, on va voir les fonctions de n variables. Donc, au lycée, on voit les fonctions d'une variable, f de x. On voit peut-être un peu dans certaines matières des fonctions avec 2 variables. Et on fera le cas général en maths approfondies. On fera de l'algèbre bilinéaire et des probabilités un peu plus riches en mathématiques approfondies. En mathématiques appliquées, on se concentre plutôt sur les équations différentielles que certains élèves voient en terminale. La théorie des graphes, c'est plus une introduction, mais qui est à la base, par exemple, de l'algorithme de Google. On fait un tout petit peu de statistiques en probabilité, mais c'est à 85% le programme de seconde. Et l'informatique est un peu plus riche, où on fait des listes et un tout petit peu de bases de données. Ok, bon bah voilà, effectivement, enfin, en fait, il faut préciser que c'est finalement, ça a été un petit peu remodelé, mais ces deux programmes sont un peu les héritages de la prépa ECS et ECE. Donc voilà, si vous avez des grands frères et des grandes sœurs qui sont passés par la classe préparatoire ECS ECE, vous ne risquez pas d'être trop dépaysé avec les maths approfondies et les maths appliquées, même si effectivement il y a eu quand même quelques changements qui ont été opérés, et notamment le passage vers Python, puisqu'avant c'était, pour ceux qui s'en souviennent, Scilab. Donc effectivement le langage informatique par exemple a changé.
Alors, il me semble, oui, c'est à 18h50, donc on est censé passer à la deuxième partie qui parle peut-être davantage justement du parcours dans son intégralité, de la prépa et de la grande école, et justement de ce passage un petit peu décisif entre les deux. Une première question d'ailleurs qui nous vient, qui justement permettra d'initier le sujet. Est-ce que la classe préparatoire est un réel apport sur le CV? Au-delà, justement, quand on a fait un programme grande école, il y a différentes manières d'intégrer ces programmes grande école. Est-ce que la petite case classe préparatoire pendant 2 ou 3 ans peut être réellement différenciante sur un CV? Alors, je pense que c'est Agnès qui va pouvoir le mieux avec son beau parcours en témoigner, mais avec ma casquette de directrice carrière diplômée, oui, ça reste un petit peu un mythe en France, la classe prépa. Donc, on ne va pas dire que sans prépa, nul ne salue, hein, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de recruteurs qui sont passés par ce système-là et qui sont encore très sensibles à cet argument sur un CV. Mais Agnès, voilà, pourra témoigner peut-être encore mieux. Alors, c'est typiquement, effectivement, pour moi, quand je suis en position de recrutement, c'est quelque chose, c'est un plus, clairement. Alors, ce n'est pas ce que je recherche absolument, mais pour moi, c'est un plus. Et c'est un plus, pourquoi? Parce que, à titre personnel, je sais très clairement faire la différence entre ce que m'a apporté ma grande école et ce que m'a apporté mon parcours de classe préparatoire. L'EDEC, c'est une super école. J'ai énormément appris, tant en cours que dans les associations. Enfin, voilà, le parcours grande école est un parcours très particulier où on apprend énormément de choses, qui est extrêmement riche, où vraiment j'ai appris le monde de l'entreprise. J'ai eu les différentes armes nécessaires pour être capable ensuite de m'orienter vers la carrière qui m'intéressait. Mais aujourd'hui, encore 20 ans après avoir été diplômée, il y a des moments très précis dans mon job en tant que consultante où je sais quand est-ce que la classe préparatoire se met en route. Oui. Et c'est ce que j'appelle les moments caterpillar chez moi, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on a fait une classe préparatoire, on est tout terrain. On est vraiment tout terrain. C'est-à-dire qu'on a été entraîné, notamment pendant l'école, qui sont souvent un moment d'énorme stress quand on commence la classe préparatoire, parce qu'on se dit, mon Dieu, 2 heures en tête-à-tête avec un professeur où il va falloir que je pitch, parce que c'est comme ça qu'on dit maintenant, sur un sujet que j'aurais préparé à l'avance, et si ça se trouve, je vais tomber à côté, je ne vais pas y arriver. En fait, au final, moi, j'y prenais énormément de plaisir, en fait, à la fin la deuxième année. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui me sert énormément. C'est-à-dire que quand je me retrouve face à un client ou un prospect ou quelqu'un d'important qui me met dans un corner, j'ai cette capacité à prise en prépa, grâce aux informations que j'ai, de construire quelque chose d'intelligent. Et ça, c'est une force et une capacité qui aide énormément à avoir confiance en soi. Il y a aussi la capacité de travail. C'est-à-dire que très clairement, moi, j'ai des souvenirs très précis de moments où, au dernier moment, un client revient en disant « c'est pas du tout ça que je vous ai demandé, j'ai besoin du truc pour demain, il est 20h30 et on vous demande de refaire un rapport ». Et là, tout le monde plie les gaules et se dit « non, c'est pas possible, on va jamais y arriver, on peut pas, on sait pas faire ». Moi, à 20h30, il n'y a pas de problème, on commande les pizzas et dans 3 heures, on a trouvé une solution. Et ça, c'est vraiment une force qui me vient de la classe préparatoire. Peut-être que vous vouliez aussi réagir, justement, Alexandre et Louis, c'est encore plus frais pour vous, mais est-ce que vous percevez justement déjà cet apport qu'a eu la classe préparatoire dans votre cursus? Alors, il y a 2 choses. Il y a d'une part, effectivement, ce qu'on en tire intrinsèquement pour ses qualités de travail, et puis ce que les recruteurs en pensent. C'est là aussi 2 choses assez différentes. J'ai trouvé que c'était très bien expliqué par Agnès, et je ressens vraiment la même chose. Et vraiment, cet exercice qui est singulier et qu'on retrouve que en classe préparatoire, c'est, je trouve, l'exercice qui nous prépare le mieux au métier en entreprise, en fait, plus tard. C'est la situation qu'on retrouve le plus et qui est à chaque fois le plus important, parce que quand on va devoir présenter un rapport à ses collègues, à son manager, et en fait, c'est des situations qui ressemblent à des calls, et je trouve qu'on s'en sort beaucoup plus facilement. Parce que pendant 2 ans, pendant la prépa, tous les mercredis après-midi, on passait 3 heures en call et on n'avait pas le choix, il fallait y aller même quand on n'avait pas envie, que c'était des sujets qu'on n'aimait pas, etc. Et donc là,
En fait, ça donne un certain confort. On trouve des choses qui ne sont pas forcément confortables pour tout le monde, plutôt confortables parce qu'on s'est entraîné avec l'école pendant la prépa. On gagne, en fait, on déplace un peu notre zone de confort grâce à la prépa. Mais c'est vraiment tout ce qu'a dit Agnès. Oui. Et justement, peut-être une question cette fois-ci pour Sylvie. Comment justement les écoles arrivent à penser cette complémentarité entre l'apport de la prépa et en même temps des étudiants, il faut le dire, qui du coup n'ont pas fait de stage, qui ont encore peu d'expérience de terrain. Comment justement arriver à prendre ces étudiants-là de classe préparatoire avec leurs forces et leurs faiblesses et les amener au bout du cursus à être des futurs managers, parce que c'est après tout ce à quoi mène une école de management aujourd'hui. Ça exige pour nous, école, de gérer cette transition parce que il y a quand même le passage de 2 ans dont l'objectif était vraiment de réussir un concours à une formation où c'est plus réussir un concours, mais c'est réussir les premières étapes de sa carrière tout en construisant bien sûr la partie académique. Donc on va organiser une transition, bien sûr, avec des cours qui sont dans la continuité pure et parfaite avec la classe préparatoire, notamment en économie, en sciences sociales et autres sujets. Donc là, chaque école va composer en fonction de ses priorités. Et on va aussi construire des parcours qui vont être exclusivement dédiés aux étudiants issus de classes préparatoires. Alors, j'évoquais tout à l'heure les doubles diplômes. Donc, c'est le cas EM Lyon, les doubles diplômes, que ce soit avec les écoles d'ingénieurs ou avec Sciences Po Lyon, etc., sont réservés aux étudiants ayant fait la première année de la grande école, donc issus de prépa. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser pour celles et ceux qui auraient tendance à penser que finalement, en passant par d'autres voies, on peut accéder aux mêmes opportunités. Une grande école, ça offre énormément d'opportunités, mais une grande majorité d'entre elles, en tout cas celles qui vont être les plus prisées, vont être le plus souvent réservées aux étudiants issus de prépa. Oui, effectivement. Manuel, vous leviez la main ou oui, je voulais juste partager peut-être, si vous acceptez, l'écran sur les capacités, enfin les qualités développées en prépa et utiles pour la vie professionnelle. Je pense que ça illustre bien la réponse à la question. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. On le voit. Voilà, donc on voit bien que les compétences que les jeunes développent en prépa servent tout le long de la vie. C'est exactement ce qu'on dit à Agnès et Alexandre, avec en premier lieu la capacité de travail, c'est exactement ce qu'a dit Agnès, mais aussi la curiosité intellectuelle qu'on y développe, les qualités d'organisation, la détermination, et puis de façon un peu plus originale, parce qu'on ne pense pas à l'attribuer à la classe prépa, l'esprit critique, l'autonomie, et je l'avais dit, coopération, entraide et confiance en soi. Très souvent, on dit, finalement, la prépa, c'est tellement difficile que ça casse un petit peu, ou on n'y développe pas l'esprit critique, puisque fondamentalement, on prépare un concours et que c'est très normé. Ce n'est pas du tout ce que nous disent les jeunes qui sont passés en prépa. Ils nous disent tous, tout ce que j'ai appris en prépa me sert aujourd'hui en école, évidemment, mais aussi dans ma vie professionnelle. Voilà. Ouais. Oui, c'est pas étonnant. Une petite précision peut-être à ce sujet-là. On a peut-être tendance à penser que la classe préparatoire, enfin, je parle en tout cas de la prépa ECG, ça va être beaucoup de bachotage, mais en réalité, voilà, vous me contredirez si je me trompe, mais moi, ce que je ressentais, c'était que apprendre son cours était la condition sine qua non pour réussir. Il fallait connaître son cours, mais qu'en fait, une fois qu'on connaissait son cours, c'était là que commençait le véritable travail, qui était un travail de réflexion. Et surtout dans les exercices de dissertation, les exercices de dissertation ne correspondent jamais aux intitulés des cours. On va toujours essayer de trouver quelque chose de surprenant. Moi, 2015, j'étais tombé en HEC sur le crépuscule de la vérité. Le sujet de l'année, c'était la vérité, donc j'avais bien bossé la vérité. Je n'avais pas très bien bossé le crépuscule, et personne n'avait bossé le crépuscule à vrai dire. Donc les sujets sont toujours surprenants et on essaie toujours justement de nous coincer quelque part et de nous obliger à réfléchir. Et c'est très très propre, je trouve, à cette classe à la classe préparatoire de manière générale, mais c'est bien sûr aussi le cas en prépa ECG et ce qui explique sans doute cet aspect curiosité intellectuelle et esprit critique qui est en fait beaucoup développé, je trouve, dans ces classes. Alors c'était Louis d'abord qui voulait réagir, il me semble, et ensuite Alain. Oui, voilà, à titre personnel, pour avoir, il y a 2 mois à peine, passé les entretiens pour les grands cabinets d'audit et de conseil, ce qui revient le plus et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que
c'est pas tellement le fait d'avoir marqué classe préparatoire sur son CV qui est important, mais d'avoir fait prépa. Parce que vous vous retrouvez dans des situations parfois où vous n'avez pas trop la réponse et où vous faites appel à votre imaginaire de manière à construire une réponse qui soit intelligente. Et aussi au niveau de l'anglais, parce qu'il arrive qu'on passe des entretiens en anglais, qu'on demande un niveau d'anglais et un anglais à l'oral, donc parler, là où l'école d'anglais ont énormément aidé, où on apprend à avoir confiance en soi, à parler anglais. Et ça, c'est la prépa qui me l'a apporté, même avant mon échange à l'étranger en école, et l'échange à l'étranger à l'école aide encore plus là-dedans. Voilà. Ouais. Alain, donc. Oui, parce qu'il y a des clichés qui circulent parfois sur la prépa, et notamment l'idée que la prépa et les concours relèveraient du bachotage. Or, peut-être que c'était vrai il y a 20 ans, mais aujourd'hui, la prépa, elle est là pour apprendre à comprendre. C'est-à-dire que la prépa, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va habituer nos étudiants à prendre en compte des données multiples pour résoudre un problème, pour répondre à une question. Et je vous invite à aller voir les annales des sujets de concours, comme le disait Dimitri, en économie, en géopolitique, etc., ou en philosophie, et vous verrez que ce n'est pas du tout des sujets de bachotage, c'est bien des sujets donc, de réflexion. Et c'est pour cette raison que les compétences acquises en prépa sont utiles en école et au-delà dans la vie professionnelle, et c'est pour ça donc qu'elles sont recherchées. Voilà. Ensuite, il y a un autre cliché qui circule, qui consiste à dire que la prépa serait parfois déconnectée, je ne sais pas, du monde réel, etc. Là encore, c'est une idée reçue. Regardez les programmes des disciplines de classe préparatoire. Par exemple, cette année, en culture générale, ils ont comme thème le monde. Voilà. Et regardez les programmes d'économie, de géopolitique. Nous passons 3-4 mois à parler de transition écologique, de transition énergétique, du réchauffement climatique. Nous parlons de tous les grands sujets d'actualité, les grands enjeux du monde contemporain. Donc, les programmes en prépa sont directement connectés au réel. On n'est pas dans l'abstraction permanente, dans une théorie désincarnée, on est dans le réel. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, que les anciens étudiants en prépa sont ravis d'être passés, parce que ça les a intéressés. Souvent, ça a éveillé leur sécurité. Enfin, je voudrais dire aussi, parce que je crois qu'il y a une question peut-être à laquelle on n'a pas tout à fait répondu, qui est un peu en marche, mais est-ce que c'est risqué de faire une prépa? Oui. La prépa, alors c'est zéro risque. Je vais expliquer pourquoi très rapidement. D'abord, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tous les élèves de prépa qui passent les concours ont au moins une école. Oui. L'enjeu du concours, c'est est-ce que je vais avoir le top 5, le top 10, le top 15, etc. Donc ça, c'est la première chose. Donc, le concours, il classe les étudiants. Deuxième élément, la prépa, ça dure 2 ans. Et le passage de première à deuxième année, c'est la règle. Le non-passage, c'est l'exception. Moi, je peux vous dire, je suis dans une prépa qui est assez importante. Il y a des années où tout le monde passe. Et quand il y a 1 ou 2 élèves qui ne passent pas, c'est en général parce qu'ils souhaitent se réorienter. Donc, c'est une réorientation tout à fait négociée, préparée, etc. Et quand bien même, imaginons un élève en prépa, il fait une première année et il se dit, tiens, bon, voilà, j'ai mûri depuis 1 an après le bac, ça ne me plaît plus, ou j'ai envie de faire autre chose, ou j'ai envie de changer de projet, ou je ne sais quoi. Ou même, allez, prenons la situation la pire, c'est arrivé une fois à nos étudiants, vous faites 2 ans de prépa, et puis au moment des concours, vous êtes malade. Ça peut arriver à tout le monde, vous êtes malade. Vous êtes hospitalisé, vous êtes malade, et vous ne pouvez pas passer les concours, et il n'y a pas de session de rattrapage. Et cette personne-là n'a pas forcément envie de refaire une deuxième année de QB pour repasser les concours. Eh bien, depuis 2013, l'inscription des étudiants de prépa à l'université est obligatoire. C'est-à-dire que quand vous êtes en prépa, vous avez exactement les mêmes crédits d'enseignement supérieur que si vous étiez à l'université. Ce qui fait que, par exemple, quelqu'un, je prends un cas très, très précis, qui aurait fait une première année de classe prépa et qui ne voudrait pas faire une deuxième année, qui voudrait aller à l'université, eh bien, il va pouvoir aller directement en deuxième année de licence, par exemple, en sciences économiques. Il ne repart pas à Bac plus 0. La prépa, c'est Bac plus 1. Et il va pouvoir bifurquer vers l'université.
S'il ne passe pas ses concours, ou s'il ne veut pas aller en grande école, c'est rare, mais on ne sait jamais, il peut très bien, à l'issue de ces 2 années de prépa, aller directement en licence 3 de sciences économiques ou d'autres formations, tout dépend des universités. Donc, il n'y a vraiment aucun risque. Et je voudrais attirer pour l'attention, pour terminer, c'est que effectivement, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile de travailler quand ses amis qui sont à l'université reviennent de soirée ou savent pas aller en soirée, etc. Mais quel est le taux de réussite? Il est très simple, il est public, hein, il a été évalué par la CGE, la conférence des grandes écoles. Aujourd'hui, vous avez plus de 85% d'élèves qui rentrent en première année de prépa qui obtiennent un Master 2 en 5 ans. Je vous invite simplement à regarder les taux de réussite à l'université entre la L1 et la L2. Chez moi, à Montpellier, en droit, c'est 20%. Alors oui, la prépa est exigeante, mais c'est la réussite assurée. 0 risque. C'est vrai, quel que soit le niveau de la prépa. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où, bon, nous, on a des élèves parfois un peu plus en difficulté que dans les grosses prépas, parce qu'on a des gens qui sont moins roués au système scolaire au départ. Mais quand on est passé en 2e année, on a 100% de réussite. C'est-à-dire, moi, ça fait 25 ans que j'y suis. Pour l'instant, j'ai une étudiante qui n'a pas eu de concours parce qu'elle était malade. Sinon, tout le monde a réussi à intégrer une école. Et ils ont tous des bacs +5. Et des gens de milieu très modeste en plus, puisqu'on n'en a pas parlé, bénéficient d'un ascenseur social fabuleux parce que la prépa, c'est gratuit. Et ils sont même dispensés du paiement des droits d'inscription à l'université quand ils sont boursiers, nos élèves. Et donc, ça coûte 0. Et franchement, quand on compare avec d'autres pays du monde où on paie 20 ou 25 ou 30 000 $ par an pour faire une année d'études dans une université qui n'est pas toujours du meilleur niveau, là, on a une garantie de qualité d'enseignement, c'est standardisé, vous avez des programmes, etc. Tout le monde fait la même chose et vous avez un enseignement de haut niveau, quel que soit votre milieu social, accessible, sans bourse déliée, en tout cas pour les 2 premières années. Et je défie de trouver un système qui économiquement soit plus favorable que celui-ci. Je crois que ça n'existe pas, très honnêtement. Et donc, c'est vraiment un message à envoyer aux gens qui ont peur un peu. Socialement, il n'y a pas de discrimination sociale. Moi, je trouve que c'est un merveilleux ascenseur social. Le reproche est souvent l'inverse. Vous savez, la classe de CT dans mon établissement, c'est 60% de boursiers en première année. Et voilà, et on peut parfaitement rentrer dans une école du top 3 en étant boursier en prépa ECT. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est des choses extraordinaires. Et là, on peut même remercier de temps en temps aussi la nation, puisque c'est les impôts qui financent la chose. Et là, je pense que c'est un bon investissement pour l'avenir. Il faut même préciser d'ailleurs que récemment, enfin, cette année à vrai dire, l'année dernière, donc HEC et SEC et désormais l'EDEC pour cette année ont même mis en place des points bonus pour les boursiers. Alors c'est quelque chose qui a été qui est beaucoup discuté, qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais bon, voilà, on peut louer ou pas l'initiative. Toujours est-il que visiblement les écoles, de manière générale, et toutes les écoles, hein, pas uniquement les écoles qui ont mis en place ce type de dispositif, font quand même de gros efforts pour justement ouvrir encore davantage socialement ces classes. Il faut quand même être assez clair par rapport à ça. C'était Sylvie et Agnès, je crois, dans l'ordre. Je sais pas ça. Comme vous voulez. Comme vous voulez, je voulais juste réagir, notamment sur ce que disait Alain, sur le fait qu'en fait, tous les étudiants de classe préparatoire en fait, peuvent intégrer derrière une école. Et je pense que, alors c'était déjà le cas de mon temps, il y avait forcément la course aux meilleures écoles. Et je suis persuadée que ça reste le cas aujourd'hui. Et bien évidemment, les écoles les mieux cotées sont d'excellentes écoles. Je ne peux pas dire le contraire, surtout pas en ayant fait l'EDEC. Mais pour avoir des amis qui ont fait prépa avec moi et qui du coup ont fait des écoles très différentes de la nôtre, parce que j'ai comme beaucoup de gens qui ont fait des grandes écoles, je suis mariée avec un EDEC, donc c'est souvent le cas. Effectivement, il y a des bébés prépa et des bébés grandes écoles. Tous nos potes de prépa ont fait des écoles très variées, mieux cotées que la nôtre ou beaucoup moins bien cotées. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment la démonstration que la classe préparatoire est vraiment une méthode de travail, un accélérateur de capacité de travail et de réflexion. On a des amis qui ont fait des écoles bien moins cotées, qui ont des carrières professionnelles incroyables, qui ont monté des startups, qui les ont revendues formidablement. Et à côté de ça, on a des amis qui ont fait HEC,
lycée, qui sont gentiment rentrés chez Orange et qui ont eu une carrière un peu de patachon pour nous, selon nos critères. Donc, en fait, après, chacun fait ce qu'il veut de sa carrière et on peut faire une école qui n'est pas forcément dans le top 10 ou dans le top 3 et avoir une super carrière derrière. Donc, je pense qu'il faut aussi aider les lycéens à relativiser cet aspect-là. Et pour le coup, la prépa est vraiment une des clés qui permet ensuite, quel que soit le diplôme qu'on a fait, quelle que soit en tout cas l'école dont on sort, de vraiment pouvoir s'éclater et faire la carrière dont on rêve. Et peut-être juste pour compléter, pour donner un dernier exemple, moi je suis lobbyiste, donc je me suis orientée à l'issue de mon école vers une carrière qui est quand même plutôt normalement réservée à des gens qui ont fait droit ou sciences politiques. Et la raison pour laquelle je me suis dit, bah oui, je tente, je fais ce virage à 180 degrés sur mon CV, c'est parce que j'étais confiante dans le fait que grâce à la prépa, bah oui, j'étais capable de faire un apprentissage énorme, manquant quelque part dans mon CV quand je suis sortie de ma grande école, parce que je savais que j'étais capable en fait d'assimiler tout ça et de rattraper ce retard théorique pour apprendre mon métier. Oui, et beaucoup d'écoles de management proposent maintenant des doubles diplômes avec des écoles de droit. C'est le cas de l'EDEC d'ailleurs, entre autres. Mais voilà, donc c'est vrai que la pluridisciplinarité, c'est aussi beaucoup développé récemment dans les écoles de management. Donc Sylvie, c'est à vous. Oui, pour compléter, tu me Oui, je vois sais plus. aujourd'hui. Bon, mais c'est pas un problème. Il faut dire que c'est une belle histoire parce que tu as été mon étudiant hein, il y a quelques années. Comme quoi, vous voyez, il y a aussi cette continuité entre à la fois les prépas, les écoles et la suite. Non, derrière la question du risque, je pense qu'il y a la problématique du degré d'envie quand on entre en prépa. Et tu évoquais, Gérard, ouais, cette envie de faire d'être ensemble pour le même but et réussir. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a quand même à l'entrée en prépa des élèves qui ont plus ou moins envie quand même. Ils se sont laissés convaincre et ils ont très bien fait. Et arrivés là, ils se prennent au jeu. Et moi, c'est ce que je trouve parmi les choses assez extraordinaires. Ce sont celles et ceux qui sont allés avec des pieds de plomb en se disant, oui, bon, est-ce que j'ai bien fait? Ça va être ennuyeux. Est-ce que c'est pas risqué, etc. Et qui, au final, se prennent au jeu et quelque part deviennent peut-être parmi les meilleurs de leur prépa et les meilleurs de leur école plus tard. Et ça, c'est vraiment une boule de neige incroyable, avec au départ voilà, un poids sur les épaules, se disant, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Au final, j'aime pas trop travailler. Bref, tout se cumule, et puis semaine après semaine, mois après mois, justement, cette richesse sur le plan intellectuel, cette entraide, et puis le rôle incroyable que jouent les professeurs dans les classes préparatoires, ben, tout ça va entraîner même les plus récalcitrants au départ, parce qu'il y a quand même quelques récalcitrants. Et ce sont ceux qu'on retrouve ensuite en école et qui brillent de mille feux avec des carrières incroyables. Voilà. Donc, vous voyez, même dans la pire des situations au départ, eh ben, on peut la transformer en passion d'aller vers telle ou telle carrière, peu importe laquelle d'ailleurs. Manuel? Oui, je trouve juste formidable ce que vient de dire Sylvie, parce que c'est tellement vrai. Beaucoup nous disent, en fait, il faut oser, parce que moi, je ne pensais pas être capable de ce que j'ai fait en prépa. Et je trouve que ça, c'est vraiment très touchant. On a des témoignages de personnes qui nous ont dit, mais c'est en prépa que j'ai vu que je pouvais réfléchir, que je pouvais faire preuve de cet esprit critique, que je pouvais aller au-delà de ce que je pensais, en fait. Et jusque dans le secondaire, je ne pensais pas que j'avais toutes ces capacités. C'est un révélateur, en fait, la prépa. Et c'est formidable ce qu'a dit Sylvie, parce que c'est exactement ce qu'on voit dans les écoles. Voilà. Et puis, pour compléter, Emmanuel, ce qui est quand même, et on l'a souvent vécu ensemble d'ailleurs, c'est que les cartes se rabattent. Ça, c'est incroyable. Et au final du final, une fois en école, et encore une fois, peu importe laquelle, moi, j'ai jamais entendu, alors peut-être un cas ci et là, mais
en règle générale, aucun étudiant qui intègre une école ne regrette d'être passé par la classe préparatoire. Et justement, entre autres choses, pour cette révélation à eux-mêmes. Et je crois que plus ils ont des pieds de plomb au moment d'y entrer, plus encore une fois, ils brillent de mille feux parce qu'ils se sont trouvés en fait dans cette exigence qu'ils n'avaient peut-être pas au départ. Et c'est pas un problème. Mais comme je leur dis souvent, il vaut mieux passer par la Formule 1 et puis descendre ensuite dans d'autres formules si ça s'avère ne pas correspondre. Mais d'avoir essayé et de se prendre au jeu, je pense qu'il n'y a pas mieux détonateur dans la vie, quoi. Notre enquête, c'est tout à fait vrai, Sylvie. Notre enquête, on l'a fait entre les écrits et les oraux. Donc, ils n'ont pas les résultats qui pourraient éventuellement leur faire apprécier la prépa s'ils avaient eu des bons résultats. Ils n'ont même pas les résultats des admissibilités. Hein. Et ces milliers de jeunes nous disent à 91%, hein, c'est un plébiscite, oui, je referai la prépa, et quels que soient les résultats du concours d'ailleurs, et je la recommande à mes camarades. C'est incroyable ce plébiscite. Ouais, quand bien même ils trouveraient ça hyper dur, mais parce que ça peut l'être, et certains vont le vivre plus difficilement que d'autres. Et je crois que plus c'est dur, plus au final, il y a un soulagement qui est tel, et ça apporte tellement de confiance en soi que même dans les chemins les plus périlleux, ça finit par, encore une fois, leur permettre de trouver leur voie et le capital confiance dont on a besoin pour aborder sa vie, et quel que soit le métier. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'ailleurs de changer de métier. Oui, tant mieux. Exactement. Mais on pourrait revenir. Il y a pas mal de dernières questions qui nous ont été posées. Il nous reste un petit quart d'heure. Peut-être Alain et Louis, si vous voulez donc conclure sur ce sujet-là, et puis ensuite on pourra poser juste deux choses très rapidement. D'abord, on a parlé des prépas. Il ne faut pas se le cacher, les écoles sont payantes. Mais sans développer, moi je peux vous dire, ça fait 21 ans que j'enseigne en prépa économique et commerciale. Je n'ai jamais vu un élève lauréat d'un concours ne pas pouvoir aller dans l'école de son choix pour des raisons financières. Et ça, je ne vais pas détailler parce que je ne suis pas le mieux placé, mais les écoles se mettent en quatre pour trouver des solutions, y compris dans des cas compliqués. Et ça aussi, ça ne doit pas être un frein, véritablement. L'autre élément que je voudrais dire, c'est que quand on regarde, quand on voit et on garde des relations avec eux, nos anciens élèves, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui dans le monde professionnel et qui viennent s'adresser à nos actuels étudiants en prépa, on peut dire qu'avec une école de management, on peut quasiment tout faire. Alors, certes, on ne sera pas chirurgien ou médecin, mais c'est fantastique de voir la diversité des trajectoires professionnelles. Vous en avez qui, entre celui qui fonde le restaurant, celui qui travaille dans un grand groupe aux États-Unis, celui qui travaille dans l'humanitaire, l'événementiel, celui qui a fait un double diplôme avec l'école du Louvre parce qu'il adore l'art, ou un double diplôme avec une faculté de philosophie parce qu'il adore la philosophie, etc. On est frappé par la diversité, la richesse des parcours des étudiants passés par une école de management. C'est-à-dire qu'à la limite, à part évidemment des professions très scientifiques, encore qu'il y a des écoles qui offrent des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, hein, et pas des moindres, quasiment tout est possible. Et c'est ça qui motive les étudiants de prépa. C'est qu'au fur et à mesure qu'ils voient des responsables d'école venir dans les classes présenter leur école, au fur et à mesure qu'ils entendent d'anciens étudiants de prépa venir raconter leur parcours, ils se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent à eux et que chacun, à un moment donné, va trouver sa voie et probablement une voie passionnante. Louis, tu voulais réagir également? Oui, très rapidement, sur cette volonté qu'on a quand on entre en prépa, d'aller en prépa, sur laquelle on a légèrement disserté tout à l'heure, ce qui est tout à fait vrai. Pour ma part, moi, quand j'étais au lycée, la prépa, j'en avais entendu parler par ma prof d'espagnol au collège en 4e, parce que je voulais entrer dans l'armée. Alors après, mon projet a évolué, évidemment, mais j'ai toujours voulu faire prépa, parce qu'on m'avait dit que c'était le lycée en plus dur, et j'aimais ce que je faisais. Je voulais intellectuellement aller plus loin, avant d'aller étudier pour faire un métier, pour me professionnaliser. Et en fait, je ne me considérais pas assez mature pour l'université. J'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin qu'on m'accompagne, d'avoir toujours un peu cet héritage du lycée
dans le supérieur. Et je suis allé en prépa un peu par défaut, entre guillemets. Et même si la première, la deuxième semaine a été difficile, il faut forcément s'adapter. Après, ça a été, scolairement parlant, les 2 plus belles années de ma vie, grâce aux amis que je m'y suis fait, grâce à l'exigence intellectuelle qu'on nous demande, etc. Je voulais partager. Oui, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le groupe classe qui en plus était un peu déstructuré avec la réforme du lycée où tout le monde choisit désormais un peu des spécialités à droite à gauche. Là, tu retrouves un groupe classe avec des profs qui connaissent ton prénom, qui connaissent tes difficultés, tes forces et qui sont là. Bah, oui, Alain, c'est le mot que tu employais pour te coacher pendant 2 ans. Et c'est quand même aussi un énorme atout, peut-être encore même davantage pour ceux qui ont connu la réforme du lycée et qui sont dans des groupes classes un peu plus déstructurés qu'avant. Alors, rapidement, peut-être les dernières questions, parce qu'il y en a pas mal. La première de Paul, qui a attendu un petit peu longtemps avant qu'on réponde à sa question. Donc voilà, Paul, désolé pour ça. Paul qui nous dit, donc, pour revenir aux critères de sélection des élèves de prépa, est-ce que les activités extrascolaires sont importantes pour le dossier? Est-ce que vous considérez cet élément-là? Écoutez, ça joue, mais vraiment très à la marge, parce que le risque, c'est que ça soit discriminant. Évidemment, quand vous venez de certains milieux, vous pouvez avoir eu la chance d'avoir fait plein de choses à l'étranger ou autre, et puis d'un milieu plus modeste, parfois, vous n'avez pas eu ces opportunités. Donc, on va plutôt regarder, vous voyez, des petites choses comme le passage par une classe internationale ou européenne. Mais encore, ce n'est pas un prérequis, véritablement. Mais c'est vrai que le cœur du critère de sélection, c'est quand même le dossier, les appréciations des professeurs, comme on le disait tout à l'heure, et très très peu les critères annexes. Voilà. Après, on peut faire évidemment des paris qui se révèlent plus ou moins réussis, mais il faut quand même être clair et pas mentir. Quand on en prépare, on peut et on doit faire du sport, ou de la musique ou je ne sais quoi, mais on ne peut pas faire du sport de haut niveau, on ne peut pas passer le concours du conservatoire parce que le temps va manquer. Donc, ce n'est pas un critère essentiel pour nous, même si ça peut témoigner de la richesse du potentiel de l'étudiant. Oui, et accessoirement, alors justement, il y avait une question là-dessus, donc ce serait intéressant d'y répondre. Il y a quand même un exercice qui est très important en fin de parcours, qui est l'entretien de personnalité, qui est présent dans toutes les écoles, à l'exception d'HEC. Et là, il faut avoir quelque chose effectivement à raconter. Alors justement, une autre question maintenant qui rejoint un petit peu ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des prépas qui permettent de faire des stages en première ou en deuxième année? Oui. Nous avons instauré ça. Alors, ça a été un petit peu perturbé par les confinements au démarrage. On n'a pas choisi les meilleures années pour commencer, mais maintenant, le pli est pris. 90% de nos étudiants font un stage entre la première et la deuxième année, 15 jours. Alors, ce n'est pas un format qui est très facile à caser parce que c'est à la fois, c'est court et bon, il n'y a pas beaucoup de possibilités Nous, on est bridé par les dates administratives d'ouverture du lycée et le fait qu'il faut un responsable pour le suivi de stage. Donc, ce n'est pas toujours très compliqué. Et puis, on ne veut pas supprimer trop d'heures, trop de semaines de cours. Bon, bref. Mais oui, nous, on a un stage. Et je sais qu'il y a d'autres lycées qui ont déjà instauré ça aussi depuis plus longtemps que nous. Donc, oui, ça se fait. C'est de plus en plus court. Ça se fait, oui. Mais voilà. Avec pour objectif, entre autres, justement, d'avoir un petit peu des billes pour l'entretien de personnalité. Donc, voilà. C'est en milieu managérial. Nous, il n'est pas question que quelqu'un trouve un stage pour aller ranger des boîtes de conserve dans des rayons. De temps en temps, il y a méprise. On a eu, dans une grande chaîne de produits de beauté, on a une étudiante, elle a fait son stage en milieu managérial en rangeant des rouges à lèvres pendant 15 jours dans des petites cases. Bon, là, il y avait eu un petit problème d'orientation et de compréhension de ce qui était attendu. Non, on veille à ce que ça soit vraiment en milieu managérial et que ça leur donne un premier regard, une première expérience sur ce qu'est le monde de l'entreprise et le milieu dans lequel ils seront censés évoluer plus tard. Voilà, et en général, ils sont très heureux. Quand ils reviennent, ils sont très heureux. Nous, on leur fait faire un petit rapport de stage sous forme vidéo et on voit que, en général, ils y ont pris plaisir et ça leur a ouvert un petit peu des perspectives et ça a renforcé leur vocation. Très souvent, ils se disent, bon, maintenant, je comprends ce que je pourrais peut-être faire après. Alors, évidemment, ils ont le temps de changer d'avis, mais ça les stimule.
Alors, mais justement, pour parler des entretiens de personnalité, très rapidement, il nous reste peu de temps, mais c'est un exercice assez atypique puisque c'est le seul exercice qui n'est pas vraiment académique en classe préparatoire. Geneviève voulait peut-être réagir. Oui, je voulais dire que nous proposons également un stage et que l'expérience est assez comparable à celle de Gérard, que nous avons commencé pendant le Covid. Donc nous, c'est aussi 2-3 semaines en fin d'année. Ça peut aussi être un CDD pendant les vacances, ce qui arrange certains élèves, peut-être plus défavorisés, qui ont envie de travailler. Mais le but est également de découvrir le monde de l'entreprise. Et ce qui est bien, c'est que comme on a des petites classes, on peut suivre nos élèves et les aider à trouver des stages, surtout pour ceux qui n'ont pas encore de contact. Ok, voilà. Bon, comme ça, la précision est faite, mais oui, de manière générale, c'est devenu de plus en plus répandu. Donc, sur la question des entretiens de personnalité, qui souhaiterait répondre à cette question? Si c'est la question de comment on se prépare, je voudrais faire, c'est presque une boutade, il ne faut pas trop se préparer parce que dans les écoles, on a cet exercice assez convenu. Nous, on a essayé à l'EDEC de sortir de l'entretien de face à face et d'aller vers une trilogie avec un entretien collectif, avec un entretien de face à face et avec une présentation. Donc, je crois qu'il faut surtout réfléchir à qui on est, pourquoi on a fait ces choix, ce qui nous anime dans la vie. Ce dont on est fier. Et donc, finalement, tout ça, ça nécessite pas une grande préparation. Je pense que les classes prépa préparent très bien, aujourd'hui presque trop, je dirais, à ces entretiens. Voilà. Une autre question, comment on peut rentrer facilement en tant qu'étudiant en contact avec des professeurs de classe préparatoire ou même des étudiants de classe préparatoire pour avoir un retour d'expérience peut-être un peu plus personnel? Est-ce que c'est possible tout simplement? Oui, alors c'est tout à fait possible et c'est même complètement encouragé. D'abord, tous les lycées à classe préparatoire organisent des journées portes ouvertes. Et d'ailleurs, elles ont lieu en ce moment, janvier, février. Donc, on encourage vraiment les lycéens à y aller. Ça permet de discuter avec des professeurs, parfois avec des élèves donc de prépa, de voir les locaux, de sentir un peu l'atmosphère. C'est vraiment très important. Ensuite, il y a des lycées qui permettent des immersions en classe prépa. C'est-à-dire que vous êtes en terminale et vous inscrivez pour venir une demi-journée, voire une journée en prépa, et vous assistez au cours. C'est très bien parce que vous voyez l'ambiance de l'intérieur de la classe. Vous pouvez discuter librement avec les étudiants de prépa, sans le professeur, donc tout peut se dire, il n'y a pas de censure. Et ça permet effectivement souvent de casser des clichés et puis finalement de se dire, oui, la prépa m'intéresse, ou au contraire, elle ne m'intéresse pas, peu importe, mais ça joue dans les deux sens, mais c'est tout à fait encouragé. Et puis beaucoup de prépa ont des réseaux d'anciens élèves, d'alumni. Les anciens élèves de prépa sont ravis de répondre à toutes les questions qu'on peut leur poser. Et puis, j'encourage aussi à aller sur les sites internet des établissements, où souvent il y a des indications sur le moyen de joindre des professeurs, de poser une question, de joindre des anciens élèves, etc. Donc oui, les classes prépa sont très, très ouvertes et il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser tous ces moyens pour entrer en contact. Allez, une dernière question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire à elle toute seule, je vais dire. Sur les écoles de management, on a beaucoup parlé de la classe préparatoire et ce qui est justement assez frappant avec la prépa ECG, c'est que le monde qui s'ouvre en école est très différent dans le rythme, dans la manière dont les cours sont dispensés et puis dans les matières aussi en tant que telles. Alors peut-être simplement, la question s'adresse peut-être davantage aux ex-préparationnaires qui ont fait le cursus dans son intégralité. Comment vous avez vécu cette transition? Et parmi les innombrables différences qui existent entre la prépa et la grande école, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué? Il y a le rythme. C'est vrai que premièrement, il y a un rythme qui change totalement. L'objectif déjà, parce qu'on reste quand même, surtout quand on sort de la fin de la deuxième année où on est vraiment dans la préparation vraiment du concours, il y a l'objectif qui change. Et après, il y a aussi le fait avec les grandes écoles de commerce, en fait, ça se passe un peu comme on veut quand on arrive en école, c'est-à-dire que si on veut s'engager dans l'humanitaire, on peut. Si on veut s'engager dans la finance et se former avec les associations, on peut. Et en fait, c'est un peu ça qui change, c'est que là où on est vraiment très encadré, quand on est en prépa, on est très suivi, on est poussé. On arrive ensuite en école où on peut faire ce qu'on veut parce que
en fait, on arrive dans des écoles où ce sera toujours nous-mêmes notre propre limite, puisqu'il y a plein de choses qui nous sont proposées dans l'école. Et donc après, c'est à nous d'explorer vraiment ce qu'on veut. Oui, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus qu'Alexandre, si ce n'est qu'effectivement, on est beaucoup plus laissé en liberté sur nos choix, sur la manière dont on veut agencer notre temps libre, qu'on a en quantité beaucoup plus importante qu'en prépa, qui vont aller dans les associations, ce genre de choses. Donc, c'est un mode de pensée totalement différent. On est avec des personnes aussi différentes, parce qu'il y a des deuxièmes, des troisièmes années, parfois qu'on voit moins, mais qui parfois n'ont pas fait prépa ou ce genre de choses. On commence à être beaucoup plus responsabilisé. Je pense que c'est un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que là, on est effectivement, comme l'a dit Alexandre, beaucoup plus encadré en prépa, on est beaucoup moins en école, et nos choix commencent à avoir un vrai impact sur notre carrière, sur notre vie future. Voilà, c'est... Oui, ça rejoint beaucoup ce que disait effectivement Alexandre, mais je pense qu'on a un peu tous ce même sentiment. Enfin, moi aussi, qui suis passé par une classe prépa, une grande école, je partage totalement ce constat-là, c'est clair. Bien, il est 19h31 précisément. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait un mot conclusif peut-être? On a eu beaucoup de choses pendant cette heure et demie. C'est toujours délicat de conclure, mais voilà, est-ce que quelqu'un voudrait se prêter à l'exercice et dire peut-être un dernier mot sur cette prépa ECG et toutes les bonnes choses qu'on a dites à son sujet? Moi, je dirais juste une chose, osez la prépa, vous ne le regretterez pas. Je pense qu'effectivement, ça transparaissait assez bien dans nos discours respectifs. Bien, mais je crois que cette fois-ci, on a répondu à toutes les questions. Et bien, il me reste qu'à vous remercier toutes et tous pour vos réponses respectives. Et je crois, je vais laisser la parole à Béatrice, ça va dire. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, vraiment, c'était passionnant. Vous avez abordé la prépa à 360 degrés. Nous avons maintenant un très bel outil que l'on va pouvoir utiliser avec le replay qui va pouvoir être utilisé par les professeurs du secondaire, par les élèves. Je crois que moi, je n'avais jamais assisté, vous voyez, à un échange comme ça qui nous permet de rentrer au cœur de la prépa et de se projeter aussi dans ce parcours d'études. Voilà, bonne soirée à vous et à très bientôt sur les temps d'échange sur Melchior Orientation. Mais un grand merci.